BFM Business présente la grande interview. Guillaume Paul. Allez, il est 18h30 sur BFM Business, la grande interview jusqu'à 19h en direct. On va commencer par parler de l'Allemagne, bien sûr, parce que ça a été le temps fort de la journée. Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, à peine élu hier, dans la douleur évidemment, qui était à Paris ce matin pour rencontrer Emmanuel Macron à l'Elysée. On va en parler pendant un petit quart d'heure avec Alexandre Robinet-Borgomano qui est avec nous. Bonsoir Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Allemagne de l'Institut de Montagne. On a beaucoup de choses à voir ensemble sur les diverses déclarations aujourd'hui. D'un mot quand même pour revenir sur ce qui s'est passé hier avec un chancelier qui n'a pas été élu dès le premier tour au Bundestag, ce qui est inédit depuis 1945. Est-ce que vous dites, certains le disent, d'autres pas, comment est-ce que vous êtes par rapport à ça? Est-ce qu'on est là face à un chancelier déjà affaibli politiquement en interne finalement pour vous ou pas? Cet échec lors du premier tour de l'élection marque incontestablement la fragilité de la coalition sur laquelle Friedrich Merz a prévu de s'appuyer pour les années à venir, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je crois que cet échec il nous apprend plusieurs choses. La première, c'est que la vie politique allemande est redevenue intéressante. Pendant des années, lorsque l'Allemagne était un pôle de stabilité démocratique, une exception démocratique en Europe, les débats au Bundestag étaient très convenus, très attendus. On ne débattait plus, tout était décidé en amont lors des commissions. Et là, l'Allemagne nous montre qu'elle est capable de produire des coups de théâtre et que finalement, cette fin de la stabilité se traduit aussi par une plus grande vitalité de la démocratie allemande. Les marchés financiers l'ont pas perçu comme ça, vous avez vu quand même. Ils ont été rassurés en fin de journée par la capacité du Bundestag de rétablir une stabilité attendue par le milieu économique. Ensuite, je pense que ça impose une forme d'humilité à Friedrich Merz et de ne pas se présenter comme le grand vainqueur, mais de continuer à devoir s'appuyer sur les différentes forces du centre au Bundestag pour mener cette politique. Oui, et notamment donner des concessions aux siens du côté de la CDU qui peut-être font partie de ceux qui n'ont pas permis d'être élus hier dès le premier tour. Voilà, ça a forcément joué. Alors c'est pas clair de savoir qui. C'est pas clair, oui, on est à vote à bulletin secret. La confiance pour le chancelier. En revanche, ce qui est clair, c'est que depuis que le chancelier a remis en cause le frein à l'endettement qui est inclus dans la Constitution, la CDU, l'Union chrétienne-démocrate, le parti du chancelier, connaît une fuite sans précédent de ses adhérents, qui inquiète les franges les plus conservatrices de son parti. Bon, l'essentiel est là, donc Friedrich Merz était ce matin à Paris. Alors on se demandait tout à l'heure, est-ce que ça fait partie, pardon de le dire comme ça, du folklore? Est-ce que systématiquement, à chaque fois qu'un chancelier allemand est désigné, il passe par Paris et l'inverse pour un président? Est-ce que c'est du domaine du normal, du traditionnel, de l'incontestable pour vous? Vous dites, ah quand même, il est venu à Paris en premier et il est venu rapidement, finalement, seulement quelques heures. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est anecdotique ou est-ce que ça dit quelque chose quand même, malgré tout? C'est un geste symbolique qui s'inscrit dans une tradition forte. Le fait que cette tradition ne soit pas remise en cause est un élément important. Ça vous aurait surpris si ça n'avait pas été le cas? S'il était allé, je ne sais pas, par exemple, par Varsovie, où il va aller maintenant? Ça aurait été très surprenant et on comprend qu'il se soit abstenu d'inverser l'ordre des priorités. Ce qui est nouveau, c'est d'aller directement à Varsovie et d'insister dans toutes ses prises de position sur l'importance capitale de la relation franco-allemande, mais également la volonté d'approfondir la relation avec la Pologne, la relation germano-polonaise, mais aussi le triangle de Weimar, ce format liant Berlin, Varsovie et Paris. Est-ce que vous pensez qu'il a, lui, peut-être plus que ses prédécesseurs, l'intention, l'envie de se tourner vers la France? Est-ce que vous diriez qu'il a peut-être plus besoin que de la France que ses prédécesseurs ou pas forcément? Il en a plus besoin et il la connaît mieux. Par rapport aux deux précédents chanceliers, Friedrich Merz est un homme de Rhénanie, de Sauerland, un homme qui connaît bien la France, un héritier d'une tradition politique incarnée par Adenauer, Kohl, Schäuble, qui étaient tous des grands francophiles, ce qui n'était pas nécessairement l'horizon naturel ni de la chancelière, Angela Merkel, qui était née à l'Est, ni de Olaf Scholz, maire de Hambourg, héritier d'une tradition hanséatique, plutôt tournée vers la Baltique ou vers l'Angleterre. Est-ce que vous pensez, est-ce que ces hommes la pensent, est-ce que vous pensez que le rebond de l'Europe, c'est une question qu'on posait tout à l'heure Emmanuel Le Chypre, passe notamment par le renforcement, le redémarrage du couple franco-allemand? Est-ce qu'il faut continuer à faire du couple franco-allemand l'alpha et l'oméga de la bonne vitalité de l'Europe ou du rebond de l'Europe pour vous? Rien n'est possible sans une entente préalable de la France et de l'Allemagne. On est d'accord. On l'a vu avec toute l'histoire de la construction européenne et très souvent... Et le fait que le couple franco-allemand soit à l'arrêt aujourd'hui est symptomatique de cette Europe à l'arrêt pour vous? On le voit plutôt en pleine relance, ce couple franco-allemand. La venue de Friedrich Merz à Paris est le signe d'une volonté de réapprivoisement d'une certaine façon. Ça aurait été ridicule de lancer des grandes offensives ou de chercher à produire des grandes images sans avoir d'abord cherché à se connaître, mais
La tribune conjointe que le président de la République et le chancelier allemand ont publiée aujourd'hui dans le Figaro dresse quand même un programme de travail qui ouvre des portes intéressantes. Alors qu'est-ce que c'est renforcer le couple franco? Parce que quand on dit couple franco-allemand, c'est ce qu'on appelle un petit peu un mot valise. Voilà, ça veut dire quoi concrètement pour vous renforcer le couple franco-allemand? Sans faire, je ne parle pas de la France-Allemagne, du grand saut fédéral. Mais ça doit passer par quoi, en théorie? On a déjà des bases. Il y a un traité de l'Élysée, il y a un traité d'Aix-la-Chapelle qui propose des angles pour, peut-être pas le grand soir franco-allemand, mais au moins la création d'un espace économique unifié franco-allemand, avec le même droit s'appliquant aux entreprises de part et d'autre, ce qui est quelque chose de colossal, de fondamental. Absolument. Relancer le couple franco-allemand, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder ensemble les défis auxquels la France et l'Allemagne sont confrontés. On en a parlé aujourd'hui en matière de nucléaire et de défense, vous avez vu aujourd'hui, voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a peut-être une légère déception du côté de Paris vis-à-vis de la question du nucléaire, puisque le Friedrich Merz, dans son programme, avait souhaité relancer d'une certaine façon l'énergie nucléaire en Allemagne. Ça ne figure absolument pas dans le contrat de coalition. La fusion est envisagée comme une stratégie d'avenir pour l'Allemagne, mais l'accent est mis sur les énergies renouvelables et pas sur la relance du nucléaire. En revanche, dans la position commune définie par le chancelier et le président de la République, il y a bien cette volonté d'assurer la neutralité technologique au niveau européen et donc s'assurer que Berlin ne cherche pas à torpiller le nucléaire français et que Paris soutienne le fait de reconnaître le gaz comme une énergie de transition. Dans quelle mesure on peut davantage coopérer entre Français et Allemands, dans la mesure où on imagine bien aujourd'hui encore que la France n'a pas forcément bonne presse du côté de la CDU en Allemagne, du fait de la situation de ses dettes, de ses déficits, ce qui peut peut-être expliquer en partie aussi son petit accrochage hier au Bundestag. Est-ce que trop se rapprocher sur Paris, pour Merz, pour ces raisons-là, ça peut lui coûter des voix, des appuis du côté de sa coalition, du côté de la CDU notamment? Non, je pense qu'il ne faut pas... on est quand même sur une France encore frivole, voilà, sur le plan budgétaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de la politique internationale ou européenne vis-à-vis de la base de l'électorat conservateur. Je pense aussi qu'il y a un changement de regard des Allemands vis-à-vis de la France, et notamment vis-à-vis de l'économie française. Il est vrai que l'Allemagne reste très inquiète vis-à-vis de la gestion de notre dette. Il est vrai qu'on est l'un des pays d'Europe les plus mal gérés, incontestablement. Cependant, on voit émerger un discours sur ce que Gregor Waschinski, correspondant du Handelsblatt à Paris, a nommé les macronomics. Un ensemble de réformes, de libéralisation du marché du travail, de politiques d'attractivité pour le Standort Frankreich et de politique industrielle stratégique qui, elle, est présente dans le nouveau contrat de coalition de la CDU et du SPD. Ces trois éléments qui sont vus comme des éléments de succès de la France sont désormais... sinon imités, du moins utilisés comme source d'inspiration. Chez nous, beaucoup considèrent qu'ils n'ont pas été suivis véritablement des faits passé les 2 premières années de son mandat, de son premier mandat, Emmanuel Macron. Les macronomics, pour beaucoup, ça appartient au passé en France. Et vous me dites que l'Allemagne, véritablement... C'est un décalage très intéressant. On observe de plus en plus aujourd'hui où la politique économique de notre président a bien meilleure presse à l'étranger que dans notre pays. Ce qui vaut pour... Ça, c'est intéressant ce que vous nous dites. L'économie vaut également pour la politique sécuritaire. Le bouleversement d'époque, la rupture d'époque et Pornbruch que vit actuellement l'Allemagne conduit à prendre bien plus au sérieux les traditionnelles propositions françaises sur l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne. Donc je crois que la grande nouveauté de ce couple franco-allemand ou de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des deux côtés une envie d'agir ensemble, une envie qui n'était pas là par le passé. Mais vous remarquerez que pour Friedrich Merz, c'est compliqué de se projeter sur le long terme avec la France finalement. Parce qu'on voit aujourd'hui la guerre commerciale produit ses effets. On a vu les Allemands ménager un petit peu aujourd'hui les Américains sur le dossier du nucléaire, du parapluie nucléaire. Et puis comment est-ce que vous faites quand vous êtes Friedrich Merz, quand vous avez, alors certes aujourd'hui Emmanuel Macron en face de vous autour de la table, mais que vous ne savez pas qui sera votre interlocuteur à l'Élysée dans 2 ans. Est-ce que ça sera Édouard Philippe? Est-ce que ça sera Marine Le Pen? Est-ce que ce sera Jordan Bardella? Est-ce que ça sera Jean-Luc Mélenchon? C'est facile de se projeter dans le long terme, c'est très difficile ça quand même, on est d'accord. L'avenir est évidemment incertain et le chancelier en a conscience. C'est peut-être justement une invitation à faire produire des avancées concrètes avant ces 2 prochaines années, notamment dans le domaine sécuritaire. La question, par exemple, du parapluie nucléaire français qui pourrait être étendu à l'Allemagne ou au reste de l'Europe se heurte nécessairement chez nos partenaires européens à la question de savoir qui, in fine, est détenteur de cette capacité de dissuasion. Si c'est une personnalité profondément anti-européenne, c'est sûr que garantie de sécurité offerte par la France devient assez faible ou inopérante. Aujourd'hui,
le chancelier ne sait pas avec qui il fera sa coalition dans 4 ans. Le président ne sait pas de quoi sera fait l'avenir politique en France, mais ils ont une mission, une feuille de route pour agir ensemble. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on dit que les élections présidentielles en France sont dans 2 ans, ça veut dire que les Français et les Allemands ont 1 an, tout au plus, qu'à 1 an avant l'élection présidentielle en France, il ne se passe plus rien. Donc messieurs Macron et Merz ont 1 an pour mettre des choses en place sur le plan économique. C'est ça que ça veut dire, on est d'accord. Tout à fait. De toute façon, toutes nos démocraties aujourd'hui sont sommées de délivrer des résultats le plus rapidement possible si elles veulent empêcher l'avènement des forces d'extrême droite dans les 2 pays. Je voulais qu'on reparle, vous citiez notamment, on parlait du fait que Friedrich Merz allait désormais se rendre du côté de Varsovie en Pologne. Il a beaucoup insisté, vous l'avez dit, tout au long de sa campagne et même depuis, sur l'axe Paris, Berlin, Varsovie. Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie de Merz finalement à l'international au niveau européen ? Alors, quel est ce nouvel axe qu'il est en train de dessiner ? Pour comprendre la vision internationale de Merz, il faut revenir sur un grand discours qu'il a prononcé devant la Korber Stiftung à Berlin en janvier dernier, où il définit le politique européenne de l'Allemagne à l'ère de Donald Trump. C'est la première fois qu'on a un chancelier qui assume clairement la nécessité pour l'Europe de devenir plus indépendante des États-Unis. Donc ce concept de souveraineté européenne porté par Emmanuel Macron depuis le discours en Sorbonne, il est désormais inscrit dans le logiciel de Friedrich Merz. Par ailleurs, avec cette volonté de réactualiser le format Weimar, Berlin, Varsovie, Paris, il y a aussi cette prise de conscience que le centre de gravité de l'Europe s'est progressivement déplacé vers l'Est et que Berlin se retrouve aussi aujourd'hui en situation de puissance centrale chargée de donner un nouvel élan, une nouvelle dynamique au concept de souveraineté européenne. Dans le cas de situation internationale à laquelle l'Europe est aujourd'hui confrontée, évidemment, la Pologne est en première ligne, elle renforce son armée de façon colossale, elle livre des armes et d'un soutien financier considérable à l'Ukraine. Et donc, il est compréhensible que le chancelier allemand ménage ces 2 plans. Il y a un autre sujet sur lequel on attend Merz un peu au tournant, mais c'était déjà le cas de son prédécesseur Olaf Scholz, c'est quel sera le modèle économique de l'Allemagne dans les prochaines années ? Business model qu'on a vu voler en éclats ces dernières années, tant sur le plan commercial qu'énergétique ou de défense. Là-dessus aussi, l'Allemagne se cherche. Voilà, l'Allemagne est partie pour une 3e année, peut-être pas de récession, mais moins de stagnation économique. On attend toujours de savoir à quoi va ressembler l'Allemagne sur le plan économique dans les prochaines années, finalement. Je trouve qu'à Paris, on s'inquiète beaucoup des difficultés de l'Allemagne. Le moteur allemand reste un moteur puissant. Il a besoin d'un peu d'huile pour pouvoir redémarrer. Cette huile, il va l'obtenir grâce au grand plan d'investissement décidé par Friedrich Merz, grâce à cette réforme du frein à l'endettement, grâce à ce plan de 1 000 milliards d'euros dans la défense, dans les infrastructures, dans la transition énergétique et climatique. Mais qui ne produira pas d'effet tout de suite. Enfin, je veux dire, on est sur du très long terme là. Peut-être pas immédiatement, mais vous savez, je suis en contact permanent avec les entreprises du Mittelstand, des entreprises de taille intermédiaire. C'est elles la colonne, sont ces entreprises la colonne vertébrale économique de l'Allemagne. Elles sont souvent détenues par des familles et ces entreprises familiales qui ont une capacité de transformation et d'adaptation qui représentent une force incroyable du modèle économique allemand. On voit aujourd'hui une croissance relativement atone de l'Allemagne. C'est selon moi plutôt lié au fait que l'Allemagne est dans une période de transition. Mais vers quel modèle ? Ça reste la question. Est-ce qu'on va pérenniser le modèle basé sur l'exportation ? Est-ce que les rapports avec la Chine ? Ou est-ce que Merz va l'Union européenne ? Donc Merz va se tourner davantage vers l'Union européenne pour vous. Le contrat de coalition a fait à plusieurs moments état de la volonté de renforcer le marché intérieur dans le prolongement des propositions contenues dans le rapport d'Enrico Letta. Ce recentrement sur l'Europe, il est tout à fait sensible, c'est un projet de passion, un projet de raison. L'Allemagne aujourd'hui a besoin du marché intérieur pour son industrie et est prête à investir dans le marché intérieur pour davantage d'unification. Donc l'Allemagne sera plus européenne dans les prochaines années, c'est ça que vous nous dites d'une certaine façon. Le motto de Friedrich Merz, c'est devenir plus européen. Devenir plus européen, francophile aussi, Friedrich Merz, on le dit très, très proche de la France. Tout à fait. Il y a chez lui un vrai désir de pouvoir reformer ce couple franco-allemand avec Emmanuel Macron, pour lequel il semble avoir une véritable estime. Dès 2017, il avait signé avec Jürgen Habermas, le philosophe, une tribune appelant à répondre positivement aux propositions du président français. C'est quelque chose d'absolument positif et dont on doit se réjouir sans trop d'emphase. Le problème de la relation franco-allemande, c'est qu'elle alterne beaucoup trop souvent entre la commémoration et la confrontation. Et donc ne soyons pas lucides sur les différends qui nous unissent pas nécessairement, mais cherchons à mettre à plat cette relation pour faire avancer ce qui
peut l'être dans l'intérêt de l'Europe. J'avais une question, je vous posais une question à l'instant sur l'avenir commercial de l'Allemagne. Je voulais une question aussi sur l'avenir énergétique parce que c'est quelque chose qu'on a lu et entendu ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment dans la presse allemande. Beaucoup d'industriels allemands qui se cachent de moins en moins pour dire qu'ils ont le regret de l'époque où le gaz russe arrivait sans interruption. Et certains s'interrogent tout haut, à quand le retour à l'époque d'avant? Est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé en Allemagne, où on a dit non quasiment du jour au lendemain au gaz russe, c'est quelque chose d'irréversible ou pas? C'est pas irréversible, on ne sait pas ce dont... Il y a de plus en plus de voix en Allemagne en ce sens qui montent pour dire à quand le retour à l'époque antérieure aujourd'hui. Le gaz russe ne veut pas dire le gaz de Poutine. C'est vrai que la réflexion sur la possibilité, l'éventualité un jour de remettre en fonction les gazoducs Nord Stream 1 et 2 existe au sein des milieux économiques allemands. Cependant, je pense que l'Allemagne a compris le piège que représentait autrefois cette dépendance excessive vis-à-vis du gaz russe, que le gaz russe était une illusion dangereuse comme peut-être l'être aujourd'hui les investissements chinois par exemple, et que l'Allemagne est aujourd'hui sortie d'une forme de naïveté qui ne l'empêche pas d'envisager un avenir lointain tout en restant aujourd'hui très fermement aux côtés de l'Ukraine. Friedrich Merz a nommé aux affaires étrangères un nouveau ministre des Affaires étrangères qui connaît bien l'Ukraine, qui est très critique vis-à-vis de la Russie. Et donc l'engagement de l'Allemagne vis-à-vis de l'Ukraine n'est absolument pas à remettre en question. En revanche, on peut espérer qu'un jour ce conflit soit résolu. Et le jour où ce conflit sera résolu, il n'est pas impossible que les approvisionnements de gaz russe reprennent d'une façon ou d'une autre. Voilà, Friedrich Merz donc était de passage aujourd'hui à Paris. Nouveau départ avec Emmanuel Macron, il sera court, on l'a dit, il y a grosso modo 1 an pour faire des choses ensemble, 1 an pour approfondir les relations économiques entre la France et l'Allemagne et faire redémarrer le couple franco-allemand. Merci beaucoup Alexandre Robinet-Borgomano, merci de passer nous voir ce soir, responsable du programme Allemagne de l'Institut Montaigne. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business, avec plaisir et à très vite sur BFM Business.